Le parcours d'entrepreneur, c'est une longue route et qui prend énormément de temps. Je pointe toujours du doigt énormément d'entrepreneurs que vous voyez sur les réseaux qui sortent de nulle part, qui n'ont rien fait et qui vous expliquent comment. Non, c'est pas ça l'entrepreneur. C'est une consécration exceptionnelle, mais ça prend du temps. C'est énormément de concessions et vous n'allez pas être millionnaire du jour au lendemain. Et c'est pas grave. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, des fois on se trompe, mais on essaie au moins. La qualité d'un entrepreneur, c'est vraiment avoir cette faculté à pivoter votre boîte jusqu'à temps de trouver le bon angle pour que ça fonctionne. Et c'est cette faculté à toujours se remettre en question. On a ici un homme de goût, comme on peut le voir. Ça fait super plaisir de t'avoir ici, Taylor, avec nous. Merci pour l'invitation. Donc Taylor, avant tout, avant d'être un entrepreneur, avant d'être un investisseur, c'est surtout un ami. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et ça me fait super plaisir de l'avoir ici avec vous aujourd'hui. Rares sont les interventions que tu fais, hein. Tu en fais de plus en plus, mais t'en fais pas souvent. Elles sont très rares et surtout les lendemains d'Halloween, je vais pas vous mentir, il y a vraiment très peu de personnes pour lesquelles je peux me lever. Je suis pas un lève-tard, je me lève en général vers 8h30, 9h, mais vraiment mes interventions, mes meetings commencent jamais avant, je vais pas faire le menteur, ça commence jamais avant 11h midi. Donc vraiment quand j'ai vu qu'à 9h j'avais un chauffeur devant la maison, je dis waouh. Il y a peu de personnes pour lesquelles je le fais, surtout les lendemains de fêtes comme ça. Voilà. Heureusement, j'ai enlevé tout le monde. On peut le remercier. On peut le remercier. Aujourd'hui, l'objectif, c'est que Taylor puisse, au travers de quelques questions que j'ai à lui poser, vous apporter un maximum de valeur. Et ensuite de ça, on fera passer un micro pour que chacun d'entre vous puisse également lui poser des questions. Rapidement, Taylor, si tu croises dans la rue quelqu'un qui ne te connaît pas, comment tu te présenterais? Alors, c'est la question qui est potentiellement la plus facile, mais la plus compliquée pour moi à expliquer parce que quand on est entrepreneur multicasquette, c'est assez compliqué d'expliquer ce qu'on fait parce que si on commence à expliquer toutes les activités, d'ailleurs, c'est un conseil que je vous donne, les gens pensent que vous êtes dispersés. Donc, quand vous vous présentez à quelqu'un, par exemple, quand je vais voir, je sais pas moi, des fonds d'investissement ou des entrepreneurs avec lesquels j'ai envie de travailler, j'essaie de vraiment minimiser ce que je fais. En tout cas, de maximiser les plus grosses activités et minimiser le reste. Parce que si vous commencez à dire, oui, je fais ci, je fais ça, si vous commencez à lister tout ce que vous faites, ça fait vraiment que vous êtes extrêmement dispersé. C'est un petit tips qu'on m'a donné il y a quelques temps, il y a quelques années maintenant, et je le conseille à chaque fois quand je rencontre des entrepreneurs, parce que même quand j'ai des gens qui viennent me pitcher, qui me disent, je sais pas, le week-end je suis là, la semaine je suis là, j'ai investi là, ça me fait plus flipper qu'autre chose parce que je sens que la personne n'est pas du tout, ne peut pas être investie et on n'a que 24 heures dans une journée. Alors, donc, si je dois expliquer un petit peu le scope de mes activités, j'ai 4 gros secteurs. C'est dans le désordre, il n'y a pas d'ordre de priorité. Un, c'est l'immobilier, donc immobilier, mais aujourd'hui, c'est vrai que sur la partie immobilier, je m'attarde plus beaucoup parce que c'est la partie où je n'opère plus du tout. Je suis plus investisseur et je supervise. C'est mon family office en fait qui gère toute la partie immobilier, donc sur tout ce qui est marchand de biens, promotion immobilière, mais qui pour moi reste vraiment la zone la plus safe. Quand je parle d'activité, je pense que quand vous commencez à gagner de l'argent, encore une fois, moi je ne suis pas de conseil en investissement, mais c'est plus des conseils d'amis. Quand les gens me disent voilà, je gagne tant ou tant d'argent, je conseille toujours vraiment de donner une partie sur l'immobilier. Parce que je trouve que c'est quelque chose qui est hyper safe, surtout dans des pays comme la France. On n'a pas vraiment de up and down par rapport à d'autres pays comme Dubaï, Miami, où effectivement vous pouvez gagner beaucoup d'argent, mais vous pouvez aussi en perdre pas mal. En France, vous n'allez jamais avoir un écart financier comme à Miami, mais ça va être relativement constant et croissant d'année en année. Donc j'ai vraiment cette partie immobilier. J'ai une autre partie qui est la restauration, qui est quand même une grosse partie de mon activité. Je communique pas du tout dessus, mais c'est une grosse partie. Pareil, c'est vraiment géré par mon family office, donc on gère plusieurs enseignes de restauration, type Waffle Factory, B-Street, et la dernière qui n'est pas des moindres, en fait on a repris la master franchise de Pizza Hut Express pour la France. Donc aujourd'hui on est sur 150 ouvertures sur les 5 prochaines années. Mais c'est pareil, tu vois, sur ce type d'activité-là, on a mis un CEO en place, on a monté une équipe, donc j'interviens plus
en tant qu'advisor ou en tant qu'opérateur sur quelques cellules, mais en day-to-day, je ne pourrais pas en fait avoir toutes mes activités et ouvrir 150 points de vente. C'est pas possible. Du coup, parfois, il faut accepter de perdre beaucoup de parts, enfin de ses propres parts dans une entreprise. Et c'est une phrase un peu bateau, mais je pars du principe que c'est toujours mieux d'avoir entre guillemets une petite part d'un énorme gâteau qu'avoir tout le gâteau entier et que le gâteau ne vale pas grand chose. Donc moi c'était vraiment mon cheval de bataille. J'ai toujours priorisé ça, quoi. Je préfère voilà, avoir un énorme gâteau et avoir des plus petites parts, même si c'est moi qui est à l'origine, même si c'est moi qui est, voilà, c'est vraiment, c'est une volonté de ma part. Et je respecte, hein, je vois plein d'entrepreneurs, même de mon entourage, ils veulent tout garder, ils veulent avoir 100% de leur boîte, ils veulent rien. Chacun son truc. Moi, c'est pas la mienne et je sais pas me développer comme ça. J'arrive pas à me développer. Donc voilà, immobilier, restauration. Et après, j'ai quand même une grosse partie aujourd'hui dans la tech, qui est quand même ma plus grosse activité aujourd'hui. Donc dans la tech, je suis business partner d'une boîte qui s'appelle Shares, donc dans laquelle on avait plus de 90 millions, Et aujourd'hui, ça fait presque 4 ans qu'on a développé cette société. Et voilà. Et après, à côté de ça, j'ai cofondé un fonds d'investissement, donc à Venture Capital, et dans lequel j'investis dans plein de boîtes, mais essentiellement dans la tech et en early stage, c'est vraiment au tout début d'activité. Tout ce qui est seed, pré-seed, série A. Et après, on s'arrête là. Mais voilà, c'est vraiment mon scope d'activité. Et après, effectivement, je suis advisor et je suis associé dans pas mal de boîtes. Mais bon, c'est déjà mon gros scope. On parlait tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais quelqu'un qui savait faire des belles salades, des belles recettes de salade. Le voici. C'est un concept que tu m'as justement partagé et tout ça est possible parce que justement tu vas savoir t'entourer des bonnes personnes, que ce soit des associés, des partenaires, des collaborateurs. J'ai envie de te poser la question alors qui est très généraliste. C'est quoi le secret? Comment on fait pour réussir à s'entourer des bonnes personnes, identifier les bonnes personnes et faire ce que tu sais faire de mieux? Alors, c'est vrai que moi, mon skill, c'est ce que j'appelle faire une bonne salade. Une bonne salade, c'est vous avez un bol et vous avez plein d'ingrédients. Donc les ingrédients sont les personnes autour de vous et vous essayez de les mixer. Donc tout ne va pas avec tout, mais parfois on a vraiment des gens exceptionnels autour dans une même pièce. Et là, en fait, j'ai cette faculté à imaginer ou à concevoir ce que je pourrais faire avec tous ces gens-là. Parce que des fois, on a envie de travailler avec des gens, mais on ne sait pas comment. Donc je suis pas trop mauvais pour ça. Voilà, c'est vraiment mon skill. Si vraiment je devais récupérer un truc, ça et le networking. Comment on fait? Je pense que déjà on fait beaucoup d'erreurs. On fait beaucoup d'erreurs. Moi, dans tout mon parcours entrepreneurial, j'ai commencé quand j'avais 16 ans, donc pas à ce stade-là, mais j'ai commencé vraiment à travailler quand j'avais 16 ans. J'ai arrêté l'école relativement tôt. Et j'ai fait beaucoup d'erreurs. On accorde sa confiance à plein de gens. On se fait avoir. Voilà, en fait, je sais pas si je suis bon à trouver des gens, mais je suis bon à exclure les gens qui ne sont pas bons dans mon entourage. Je sais pas si vous voyez un petit peu voilà, c'est surtout ça, en fait. J'ai pas un don pour dire, OK, lui, là, c'est le meilleur mec au monde. Non. Par contre, j'ai ce huitième sens, je sais pas comment on appelle ça, sixième sens, peu importe, de dire, OK, je juge personne, mais je sais pas, au bout de quelques temps, j'arrive tout de suite à voir si ça va. Je dis pas qu'il est bien ou pas bien, mais si ça va matcher ou pas avec moi. Parfois, je vois des gens exceptionnels, mais je sais que soit ils vont exploser en plein vol, soit ça va pas matcher avec les équipes, soit ça me correspond pas, soit c'est trop intrusif. Et voilà, j'essaie de vite me séparer de ces gens. Parce qu'on se rend pas compte, mais les gens vous prennent énormément d'énergie. Et parfois, en fait, je vais vraiment prioriser les gens qui sont focus, qui ont vraiment envie d'y arriver, plutôt que le mec qui est le meilleur au monde et qui a des prétentions énormes, tu vois. Donc, à moins que le mec soit déjà un scale exceptionnel, et là, tu prends sur toi. Mais je fais un peu au feeling, quoi. Tu évoques un sujet hyper important pour les gens qui se lancent ou qui veulent se créer un environnement qui est propice au développement. C'est le fait de réussir à exclure les gens qui sont, on va dire,
négatif, ou en tout cas pas forcément propice à un développement positif. Ça peut être compliqué pour quelqu'un qui démarre, qui n'a pas encore un écosystème entrepreneurial, de savoir dire non ou d'arrêter des relations qui leur tiennent à cœur. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui doit justement prendre ce type de décision? Moi, je pense que il faut être égoïste dans la vie, parce qu'il y a personne qui, pour moi, selon moi en tout cas, qui va vous tendre la main. Et les gens vous véhiculent leur peur. C'est-à-dire que même vos propres parents, moi j'adore mes parents, vraiment j'ai un amour inconditionnel pour mes parents. Je me rappelle quand j'ai commencé, quand je leur ai dit je vais arrêter l'école et je vais me lancer, mais non, mais t'es fou, mais c'est pas méchant. C'est juste qu'en fait, vos proches, en fait, vous avez deux types de proches. Vous avez les gens qui sont jaloux, ça c'est 99% des gens, et vous avez les 1% qui vous adorent, mais qui vont vous véhiculer leur peur. Donc les gens qui sont jaloux vont vous véhiculer cette envie de réussir parce qu'ils savent que eux ne vont pas y arriver. Et pourtant ils pourraient y arriver, mais ils sont vraiment obsesse au fait que les gens ne doivent pas y arriver. Et vous avez votre entourage proche qui, pour moi, en fait, sont vos meilleurs amis, mais vous véhiculent leur peur. Et c'est normal. Je pense que moi, si demain j'ai des enfants et que après j'ai un parcours un peu différent, mais si j'avais un parcours plus classique comme nos parents, nos grands-parents, comme la plupart, je pense, des gens normaux, comme moi, je viens d'un milieu totalement normal. Si j'avais, voilà, je travaille dans une entreprise toute ma vie, etc., et que j'ai mon fils qui me dit, je sais pas, je veux être chanteur, j'ai une connerie, je dis, mais non, mais t'es un fou. Et en fait, parce que je vais lui véhiculer ma peur qu'il réussisse pas, etc. Vu que je suis un entrepreneur, je comprendrais aujourd'hui, tu vois. Mais, donc je pense il faut pas écouter les gens. Il faut pas écouter les gens, ça veut dire qu'il faut pas les respecter, juste faut pas les écouter. Et si vous avez des gens nocifs autour de vous, ça vient pas de moi, mais ça vient d'un constat général. Il faut cutter. Tu vois, je fais pas je pointe personne du doigt, mais même quand je vois des footballeurs ou des athlètes qui ont un entourage très malsain, ou même des rappeurs, ou j'en côtoie plein. Franchement, genre, c'est 99% de leur chute est due à leur entourage. Et aussi 99% de leur succès est dû à leur entourage. Donc, c'est très clivant, hein. Mais moi j'ai plus de mal à cutter ou en tout cas à scinder le côté amical du côté professionnel. Et à parfois voilà, je fais des dîners chez moi où j'adore être avec mes amis, où je vais parler de tout et n'importe quoi et je veux surtout pas qu'on parle de business. Et il y a des fois où je peux pas les mélanger. Donc en général c'est soit je scinde, soit je cut, mais je peux cutter si la personne est nocive pour moi, qu'elle m'apporte enfin voilà, voilà. Mais encore une fois, quand quelqu'un par exemple est dans une mauvaise passe, il faut supporter aussi les gens parce que ça peut nous arriver également. Donc voilà, c'est pas parce que quelqu'un passe une mauvaise passe qu'il faut le jeter à la poubelle. Au contraire, faut, même si c'est pas en public, moi j'ai plein d'amis à moi sont les cités connus. Parfois c'est un peu compliqué en public de me montrer avec eux parce que voilà, on a une image à tenir et les gens font vite l'amalgame, mais en privé je les supporte à 100%. Donc faut pas parce que ça peut arriver à n'importe qui. Aujourd'hui on est là, demain on est là et c'est un peu le manège de la vie, quoi. Ouais. Donc ouais, moi je pense que l'entourage ça fait énormément. Donc faut pas hésiter à cutter quand c'est nocif pour vous, à scinder pour vraiment aller de l'avant. Te connaissant un petit peu plus aussi dans le cercle privé, on a déjà eu pas mal de discussions super intéressantes et il y a un truc que je trouve très intelligent, précieux et que j'aimerais beaucoup partager à ceux qui sont là, c'est ta capacité à prendre de la hauteur sur toutes les amitiés que tu as et pas tout mélanger justement. Et pas directement sauter sur une opportunité, faire du business ou chercher l'opportunité et même parfois voilà, être aligné sur le fait que pendant plusieurs années où jamais tu chercheras un intérêt direct. Et ça peut paraître un peu antagoniste quand tu te lances dans le networking et que tu veux développer un réseau où on va faire l'erreur d'à chaque fois chercher de l'intérêt, à chaque fois essayer de capitaliser sur une relation et pas chercher le long terme ou juste le fait d'apprécier les gens qui nous entourent. Est-ce que tu peux nous partager justement ce concept et les leçons qui sont derrière? Alors, bon, encore une fois, c'est mon expérience personnelle et mon avis personnel. Mais je pense que sauter sur quelqu'un que vous venez de rencontrer, ça marche pas. Bah, c'est mon avis, encore une fois, c'est mon expérience. Moi, c'est vrai que la plupart des gens, alors il y a des gens avec qui j'ai travaillé tout de suite instinctivement, mais il y a des gens de mon entourage avec qui j'ai travaillé 10 ans plus tard. Tu vois, quand tu prends même mon pote Jamie Foxx ou
des gens comme ça, de ce calibre, bah, c'est des gens avec qui j'ai travaillé pendant 10 ans plus tard, 15 ans plus tard. Pourquoi? Parce que je pense que c'est toujours plus simple. En fait, tous ces gens, on est tous extrêmement sollicités. Même vous. Mais en fait, plus vous êtes successful et plus vous êtes sollicité. Donc, en fait, toute la journée, il y a des gens qui viennent vous voir pour vous demander quelque chose. Tout le temps, non-stop. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et parfois, vous avez quelqu'un dans votre vie qui passe, il vous a jamais rien demandé, il vous demandera jamais rien. Et il est là que pour les bonnes raisons. Il attend rien de vous, il se sert pas de vous. Et en fait, vous faites une espèce d'amitié avec cette personne. Et quand cette personne, 7 ans, 5 ans, 6 ans, 8 ans, 9 ans plus tard, elle vous appelle et elle vous dit au fait, j'aimerais bien. Et en fait, avant même de finir la phrase, c'est bon, je suis dedans. Genre. Et je me rappelle, pour mon expérience personnelle, c'est un cas parmi tant d'autres. Quand j'étais avec donc mon ami Jamie Foxx, que j'ai connu quand j'avais 18 ans, j'en ai 37 aujourd'hui. On a travaillé ensemble 15 ans plus tard. Je lui ai jamais parlé de travail. J'avais l'opportunité. Vraiment, genre, c'est démesuré. Quand j'ai lancé Shares, j'aurais pu lui dire, voilà, j'ai besoin de toi en face of the company. Et au final, non, j'ai choisi Serena et Venus Williams pour donc les jeux de tennis, pour ma boîte. Et en fait, il m'a vu avancer pendant 10, 12 ans, 13 ans. Et en fait, je lui ai jamais rien demandé, je lui ai jamais proposé. Parce que je me suis dit, bon... et une fois qu'on a lancé Shares, une fois que j'ai onboardé les sœurs Williams, c'était il y a 2-3 ans, je vais pour lancer le fonds. Et là, j'étais à Los Angeles. Et là, je lui dis, écoute, j'aimerais te parler d'un projet. J'ouvre l'ordinateur et littéralement, il m'a dit, I'm in. Je lui ai même pas pitché mon truc. Pourquoi? Parce qu'en fait, il m'a vu avancer par moi-même pendant toutes ces années. Et tu peux pas dire non à quelqu'un qui, tu vois, c'est pas possible. Si t'as été sérieux, si t'as été, voilà, maintenant si t'es un mec qui est border, non. Mais si t'as été sérieux, t'as jamais rien demandé, t'as toujours été attentionné, t'as toujours envoyé un message pour un anniversaire, un truc, un machin, enfin vraiment toujours garder cette amitié. Je pense que ça vient naturellement et les gens ont envie de travailler avec vous. Et encore une fois, c'est pas grave de pas travailler avec quelqu'un. Parfois, c'est mieux de rester ami avec la personne. Mais bon, voilà. Moi, je pense que ça prend du temps. Pour moi, et surtout une relation professionnelle, je le dis toujours, c'est comme un mariage. Donc, accorder sa confiance et compagnie, ça prend du temps. Donc, moi, j'ai jamais été quelqu'un dans le rush. J'ai toujours pris mon temps et peut-être qu'il y en a avec qui ça marche. Après, c'est vraiment propre à chacun, tu vois. C'est propre à chacun, mais moi, je sais que j'ai toujours du mal à quelqu'un qui vient me voir de but en blanc et qui me dit ça n'existe pas, quoi, tu vois. Comme hier, j'ai un mec qui m'appelle, je sais pas d'où il a mon numéro. Il m'appelle, il se présente pas, c'est mon numéro perso. Ouais, j'ai cette boîte, mais mec, écoute, vraiment, je vais te donner un conseil. Vraiment, il est gratuit ce conseil-là. Je te connais ni dans ni dev. Tu m'appelles sur mon numéro perso. Tu t'attends à quoi? Franchement, tu t'attends. Même mes amis le feraient pas. Je sais pas. Si t'arrives à avoir nos numéros et c'est dans le numéro de mon assistante ou envoie-moi un mail. Tu peux pas appeler, même pas un WhatsApp. Tu peux pas appeler quelqu'un sur ton téléphone. Ça marche pas. Genre, c'est pas possible, tu vois. Et ça, c'est pareil dans la vraie vie. Tu croises quelqu'un, ouais, non. C'est un truc qui m'exaspère. Parce qu'en fait, je le fais pas parce que j'aimerais pas qu'on me le fasse. Tu vois. Donc, je pense qu'il faut construire, il faut prendre de la hauteur parce que parfois on rencontre quelqu'un, on est tout excité. Comme quand on rencontre, je sais pas, une femme ou un homme. On est tout excité, voilà, on connaît pas vraiment la personne. On peut pas savoir comment est la personne, tu vois. Donc moi, même si je suis excité sur le moment, tout de suite, je prends du recul. Je laisse passer quelques jours, quelques semaines. Et là, je me dis, OK, est-ce que j'ai encore envie de voir cette personne? Est-ce que j'ai envie de travailler avec cette personne? Et là, OK, allons dîner, allons déjeuner, allons prendre un café. Et après, je continue comme ça. Mais les trucs dans l'excitation, c'est comme quand vous vous énervez avec quelqu'un. Moi, j'étais un peu plus sanguin quand j'étais gosse. Et je voulais tout de suite parler, m'énerver. Et en fait, il n'y a rien de bon. Et maintenant, si vraiment je me dispute avec quelqu'un pour X sujet, hein, je cut, je réponds plus. Le lendemain, je reviens quand j'ai vraiment les idées claires. Et là, je peux m'expliquer parce que c'est redescendu. Et ça me pareil, je pense, avec les relations professionnelles. Il faut pas être trop excité quand on rencontre quelqu'un. Il faut prendre du recul et proposer quand ça vaut vraiment le coup. Voilà,
Là, tu l'as évoqué avec un exemple concret, mais cette intelligence sociale, tu l'as toujours eue ou comment tu l'as développée? Parce que pour beaucoup, peut-être que ça peut paraître, tu vois, un énorme challenge inaccessible de réussir à développer son réseau, contacter les bonnes personnes, etc. Moi, je pense que moi, je suis un ancien timide. Donc, volontairement, oui, je suis pas le mec qui va sauter sur la table à faire le clown de service. J'ai jamais été comme ça et je le serai jamais. Peut-être en privé, quand je suis avec mes amis, sans caméra, sans public, sans rien, peut-être. Mais dans un endroit public, j'ai jamais été le clown de service. J'ai toujours été en recul, tu vois. Et c'est aussi ce qui a fait mon truc, parce que c'est vrai que quand vous étiez à une table, enfin quand vous êtes à une table et qu'il y a plein de gens et vous avez une personne vous voyez régulièrement mais qui est toujours calme, ça intrigue un peu plus que quelqu'un qui est au milieu de la salle et qui fait... En fait, au début, on voit que le mec qui est au milieu de la salle qui fait la fête, mais plus on vous voit, et plus on se dit, mais putain, mais c'est qui lui? Je comprends pas. Et en fait, ça intrigue. Vraiment, c'est une curiosité, tu vois. Donc, il y en a plein qui me disent, là, voilà, il y a des caméras et tout, je le dis quand même, mais il y en a plein qui pensent que c'est un truc volontaire, que genre, je veux vraiment garder ce truc-là. Non, en fait, je suis comme ça. Tu vois, donc moi, je suis un ancien timide, donc je prends toujours du tact, tu vois, quand je vais parler avec quelqu'un, genre, je vais pas lui sauter dessus. Et encore, alors avant, un peu plus, tu vois. Avant, je m'en foutais parce que personne savait qui j'étais, personne me reconnaissait. Mais maintenant, si tu me fais pas une intro, je peux voir 50 fois la personne, j'irai pas la voir. 50 fois. Et une petite anecdote, tu vois, pareil, donc avec mon pote, avec Jamie Foxx, j'ai rencontré énormément de gens dans ma vie avec lui. Voilà, c'est une star hollywoodienne, donc je vous laisse imaginer tout ce qui va avec. Et je l'ai rencontré quand j'avais 18 ans. Donc pendant 20 ans, j'ai rencontré toutes les stars d'Hollywood, sans exception. C'est vrai qu'il y en a plein qui m'a assimilé à ça. Oui, Taylor, il connaît toutes les rostas. Alors oui, il y en a que j'ai connus par moi-même, mais la plupart, c'est des gens que j'ai connus à travers mon ami. Et pour une petite anecdote, tu vois, pour te dire à quel point, tu vois, je prends toujours du recul. Donc mon pote Jamie Foxx est toujours très proche avec DiCaprio, parce qu'ils ont tourné ensemble un film qui s'appelle Django, et ils sont très très proches. Il faut savoir que DiCaprio, je l'ai vu pendant 10 ans. On s'est jamais serré la main. Jamais. Alors que je suis avec Jamie, c'est mon meilleur ami, genre, pendant 10 ans, tu vois, genre, vraiment, on s'est jamais dit bonjour, etc. Je m'en fous, moi, c'est pas mon pote, tu vois, genre, pas de galère, tu vois, un peu, on est toujours des grandes tablées, donc pas de problème. 10 ans après, 2021, donc là, hein, il y a 3 ans, on part en Italie avec Jamie, et là, on se retrouve sur le même bateau avec Léo. Et là, donc, Jamie parce que là, on n'est que 4-5 sur le bateau. Donc là, Jamie m'introduit à Léo. Et là, on se serre la main. Et là, c'est fou parce que pendant 10 ans, on s'est vu. Nice to meet you. Et là, on a commencé. Et là, aujourd'hui, c'est mon gars, tu vois, c'est mon pote. Mais c'est pour vous dire à quel point, tu vois, j'ai attendu. J'avais l'occasion, entre guillemets, j'aime pas cette expression, de me branler, d'aller le voir et qu'on me reconnaisse avec lui, même dans le sud, quand je pars en vacances. Je l'ai jamais fait. Même quand je le croisais dans Paris, alors que je l'avais déjà vu à une table 2 semaines avant, jamais. J'avais tellement peur, je sais pas, je savais qu'il allait me reconnaître. Même si on s'est pas dit bonjour, mais j'avais tellement peur. Je fais quoi? Je lui serre la main, je fais jamais ça. Mais j'ai attendu toutes ces années. Enfin, j'ai pas attendu, que ça s'est fait naturellement, que Jamie me le présente, et maintenant, bah, je le vois sans Jamie, on part ensemble, je le croise, enfin, pas de galère, tu vois. Donc, ça prend vraiment du temps. Et là, on parle avec des superstars. Mais je sais d'où je viens. Et ça, je le fais avec n'importe qui. Là, je vous donne un cas extrême. Mais même avec des entrepreneurs, même des gens moins connus, je le fais régulièrement. Moi, tu m'introduis pas, je viens pas te voir. C'est impossible. Je le fais pas. C'est pas une question d'ego. Parce que moi, je suis un ancien timide. Donc, j'ai encore ce truc-là de dire, putain, est-ce qu'il va me reconnaître? Tu vois? Donc, maintenant, je le fais pas. Donc, je prends toujours le temps. Et je pense que le temps a sa raison. Et il n'y a que du positif à attendre. Après, il ne faut pas non plus rester dans son canapé à penser que les choses vont venir. Mais je pense que construire une relation avec quelqu'un, ça prend du temps. Et voilà. Et moi, je ne suis pas un mec de one-shot. Je fais pas du dropshipping. Je ne suis pas là à proposer un produit et faire
un coup en 6 mois. Non, je sais pas faire ça. Moi, je respecte les gens qui font ça. J'ai jamais été capable de le faire. Donc moi, c'est vraiment je build une relation sur du long terme. Et quand je travaille avec quelqu'un, j'essaie de travailler avec la personne sur plusieurs aspects, sur plein de boîtes différentes pendant très longtemps. Enfin, en tout cas, ça se passe bien, quoi. Clairement. J'ai une dernière question pour toi avant qu'on passe aux questions-réponses. Je suis d'accord, on va pas rester dans le canapé et attendre que ça se produise. Mais du coup, il faut oser éventuellement demander des mises en relation ou créer un environnement qui va être propice au fait que l'opportunité se manifeste. D'expérience, toi, quels seraient les conseils que tu partagerais à quelqu'un qui, justement, sait pas trop comment s'y prendre, n'ose pas, et si on va me dire non, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et derrière, on va penser qu'en fait, je suis là par intérêt, je redevrais quelque chose. Comment tu gères ça? Alors, déjà, quand vous faites une intro à quelqu'un, faut savoir à qui on fait une intro. Parce que quand vous faites une introduction à quelqu'un, vous prenez les patins de la personne. Si ça se passe mal avec la personne, tout le monde va venir vous voir. Donc moi, aujourd'hui, quand je fais une intro, faut vraiment que je te connaisse. Faut vraiment, et les gens ont une facilité à dire, ouais, tu peux m'introduire à cette personne. Et j'ai fait une vidéo sur ça, où je disais, tu sais, une intro, c'est un quart de seconde pour toi. Mais moi, c'est 10 ans de travail. Tu vois, donc déjà, crois pas que l'intro que je vais te faire, c'est naturel. Oui, effectivement, c'est un groupe WhatsApp, ça me prend 1 seconde. Mais moi, c'est 10 ans de travail. Et tu peux me fuck up ma relation en 4 messages. Tu vois. Donc, quand vous faites une intro à quelqu'un ou quand vous faites une intro, faut vraiment être sûr de son produit. Il faut pas demander une intro pour demander une intro. Tu vois, faut vraiment le faire quand vous êtes arrivé à maturité et qu'il y a un intérêt. Sinon, ne le faites pas. Et après, on s'en fiche de l'échec. Je le dis, en plus, moi, je suis un anti-formateur. J'ai rien contre les formateurs. Je suis un anti-formateur. Donc, l'échec fait partie de la réussite. Vraiment, c'est réel. Encore aujourd'hui, j'ai plus d'échecs que de réussites. Et c'est pas grave. J'ai cette interview de Bernard Tapie, personnage triculent, mais on s'en fiche. C'est juste qu'il parlait à un journaliste, il disait, c'est facile pour vous de critiquer. Vous êtes là à rien faire et à poser des questions. Mais nous, les entrepreneurs, on est des personnes qui essaient. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas, des fois, on se trompe, des fois, on ne se trompe pas. Mais on essaie au moins. Et en fait, c'est ça qui est important, c'est d'essayer. Et il n'y a personne qui va vous pointer du doigt. Il n'y a personne qui peut vous dire, ouais, lui, il est nul. Non, il a essayé. Et si ça n'a pas marché, c'est pas grave. C'est ce qu'attend de trouver son bon truc. Et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, la qualité d'un entrepreneur, c'est construire une boîte, mais c'est pas construire une boîte. C'est vraiment avoir cette faculté à pivoter votre boîte jusqu'à temps de trouver le bon angle pour que ça fonctionne. Et parfois, ça peut prendre des années. Sans citer mes boîtes, genre vraiment, j'ai certaines de mes boîtes, j'avais tout, j'ai levé énormément d'argent, ça marchait pas. Et là, je me suis dit, mais tout le monde va me pointer du doigt. Et en fait, non. C'est vraiment je pense que la plus grosse quête d'un entrepreneur, et c'est la seule et unique pour moi, c'est pivoter votre boîte jusqu'à temps que vous trouviez votre bon business model. C'est vraiment la plus grande faculté. Vous n'êtes pas un bon comptable, vous n'êtes pas un bon, je sais pas moi, chef d'orchestre, on s'en fiche. Mais si tu es bon à trouver le bon axe dans ta boîte, tu as tout gagné. Et après, tu t'entoures des bonnes personnes. Mais en fait, c'est trouver son business model. Et c'est cette faculté à toujours se remettre en question. Ça marche pas, on retourne à zéro. Et on repart. Ça marche pas, on retourne à zéro, on repart. Ça prend 1 an, 2 ans, 10 ans, c'est pas grave. Et vous prenez toutes les plus grandes success stories, sans exception, ça a été ça. Il n'y a personne qui a monté une boîte et qui a explosé, ou en tout cas, moi j'appelle ça de la chance. Et la chance, malheureusement, c'est pas pour tout le monde. Je connais aucune grosse boîte qui ils ont ouvert, ça a fonctionné. Non, vous prenez même des boîtes dernièrement comme Uber, ça a mis 10 ans à être rentable, 15 ans. C'est un truc de fou. Donc, pour moi, la qualité d'un entrepreneur, et tout le monde ne veut pas être entrepreneur, hein, je le dis, hein, j'ai fait une vidéo sur ça il n'y a pas longtemps, parce que c'est la mode en ce moment. Tout le monde veut être entrepreneur. Ah, c'est la grande mode. Ah, vraiment, alors je sais qu'on est sur entrepreneur.com. Mais vraiment, c'est la grande mode. C'est la mode du moment. Vraiment, même moi, des fois, quand on me demande, je déteste, j'aime pas ce mot-là, mais en fait, il est tellement... Il est galvaudé, ouais. Il y a 2 mots en ce moment. Et c'est horrible parce que c'est 2 mots qui me concernent. C'est la tech et l'entrepreneur. Vous rencontrez quelqu'un, ils sont tous dans la tech. C'est un truc de fou. Tu fais quoi? Je suis dans la tech.
Ok, explique-moi, juste donne-moi ta définition de la tech, dis-moi ce que tu fais, et parce que si toi t'es dans la tech, moi je suis Tesla, hein, genre je construis des fusées, quoi, tu vois. Donc c'est un peu galvaudé toutes ces expressions-là, donc tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Je pense que les gens sont focus sur ça. Entrepreneur, pour moi, c'est comment dire, c'est quelqu'un qui gère des problèmes. Et les gens voient que le côté positif des entrepreneurs. Moi, je vois plus de côté négatif. Vraiment, je vois plus de côté négatif. Donc, c'est pour ça que ça, sur une majorité de gens, on peut toucher que quelques personnes. Il y a que quelques personnes qui peuvent être entrepreneurs sur 7 milliards d'habitants. On peut pas avoir 7 milliards d'entrepreneurs parce que c'est énormément de concessions. Énormément de concessions. C'est des hauts et des bas. Parfois, vous êtes seul chez vous et personne ne vous comprend. Et c'est vraiment, vraiment compliqué. C'est de l'anxiété. C'est pas que de l'argent. Tu vois, c'est pas que de l'argent. Les gens résument toujours ça à l'argent. Ouais, lui, il est entrepreneur. Il a de l'argent. Mais pour moi, c'est tellement genre obsolète, l'argent. Il en faut. Bien sûr qu'il en faut. Je dis ça parce que ouais, j'en ai fait. Et pourtant, je viens de rien. Je viens de zéro. Mais à la fin, je pense qu'une tranquillité d'esprit, ça a parfois plus d'intérêt que voilà, avoir beaucoup d'argent. Donc, entrepreneur, oui. C'est pas pour tout le monde. Il y a des très bons salariés. Il y a des gens à qui je conseille d'être salarié. Travailler dans des grandes boîtes et parfois vous allez gagner beaucoup plus d'argent qu'en étant entrepreneur. Et voilà quoi. Mais j'ai perdu. C'était quoi la question déjà? Non mais on te laisse vraiment nous. Non ouais, mais bon voilà quoi. C'est un petit peu ça quoi. Ah mais 100%. Et en plus, on s'est pas passé le mot parce que j'allais pas non plus lui envoyer le taxi à 7 heures du matin. Il répète grosso modo ce que je vous ai partagé ce matin par rapport au fait d'être seul chez soi, de comprendre qu'il y a des challenges, il y a des enjeux qu'il faut savoir y faire face et que c'est pas fait pour tout le monde d'être entrepreneur et que le but ici aujourd'hui, notamment merci pour ça, en pouvant vous ramener des personnes comme Taylor, entre autres, c'est de vous apporter justement le fruit, l'essence de l'expérience qui a été accumulée ici pour vous motiver, pour vous booster, pour partager quelques clés concrètes, quelques tips. Donc voilà, c'est top, ça me fait plaisir. Non mais c'est vraiment ça. Et puis vraiment, le parcours d'entrepreneur, c'est une longue route. C'est une longue route, c'est un long tunnel et qui prend énormément de temps. Donc c'est pour ça que je suis pas, moi je suis très authentique dans mes paroles. Ça, même des fois, j'ai même mes équipes quand je fais des vidéos, ils me disent attends, t'es l'air dépressif, on peut pas poster ça. Mais je leur dis mais les gars, moi je sais pas faire face cam. Bon alors aujourd'hui on va gagner. Je sais pas faire ça. Moi, je vous parle avec mon cœur. Enfin, je vous parle avec mon expérience personnelle. Je vous parle vraiment de ce que je ressens. Et c'est vraiment sincère. Et c'est pour ça que je pointe toujours du doigt énormément d'entrepreneurs que vous voyez sur les réseaux qui sortent de nulle part, qui n'ont rien fait et qui vous expliquent comment. Non, c'est pas ça, entrepreneur. Entrepreneur, c'est une consécration exceptionnelle. Vraiment, c'est une fierté personnelle et une fierté de votre entourage. Mais ça prend du temps. C'est énormément de concessions et vous n'allez pas être millionnaire du jour au lendemain. Sachez-le. Ça, c'est pas vrai. Ça prend du temps. Ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 20 ans. Il n'y a pas d'âge. C'est vraiment un travail de longue haleine. Et après, on passera aux questions. Mais même moi, tu vois, je le sais. Et parfois, on l'oublie parce que avec les réseaux sociaux, même moi, des fois, je me connecte sur les réseaux et je scrolle un peu et je vois des gens. J'ai l'impression d'avoir une vie de merde, tu vois. Tu les vois, ils sont tous beaux, ils sont tous riches, ils sont tous... des fois, je me dis, mais attends, mais j'ai raté ma vie, c'est pas possible. Et je sais que c'est faux. Je sais que c'est faux. Je sais que c'est fake. Je le sais que c'est fake. Et ils normalisent le fait, par exemple, la plupart du temps, c'est des studios, de prendre un jet privé. Vous les voyez, j'ai l'impression qu'ils sont nés dans un jet. Vraiment, si t'es né dans un jet... Excuse-moi, je retire ce que j'ai dit, mais on le sait que t'es pas né dans un jet. Moi, je vous assure, quand je prends un jet, c'est Disneyland. Je prends 450 photos. J'ai 450 vidéastes avec moi. J'emmène tout le monde, hein, mes familles, mes amis, tout le monde. Je veux que tout le monde voit ça. Et vraiment, genre, même si j'ai une fierté, putain, dans ma tête, c'est Disneyland. C'est Toys R Us. Je dis, waouh, putain, c'est un truc de ouf. Tu vois, genre, je suis comme un fou. Et là, tu vois des entrepreneurs qui n'ont rien fait. Bombent le torse, ils mettent leur plus beau costume et genre c'est normal, tu vois. Mais non, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est clairement pas normal. Donc voilà, c'est un long chemin qui en vaut la peine.
mais qui n'est pas donné à tout le monde. Et ne croyez pas que vous allez être milliardaire du jour au lendemain. Si ça vous arrive, tant mieux. Mais ça représente que très peu de personnes. Et même si vous réussissez du jour au lendemain, tout reste à faire. Parce que aller au sommet, c'est une phrase bateau, mais c'est réel. Aller au sommet, c'est très compliqué. Mais quand vous êtes tout de suite propulsé au sommet, y rester, vous avez... En fait, vous connaissez rien aux échecs. Moi, je peux vous dire que je suis pas du tout au sommet. Hein. Mais en tout cas, je suis au sommet de ce que moi, j'ai pu accomplir. Pour que j'y redescende de mon sommet, et ça fait 20 ans que je suis dans ça. Hein. Je peux te dire, tu peux venir à 40 personnes, j'ai tout vu. Hein. Je sais exactement, je me suis fait avoir, j'ai pris des coups, des trucs, des machins, j'ai tout vu. Donc, je peux pas tomber de mon truc. Si je tombe, c'est parce que je lève le pied de la pédale, tu vois. Mais à part ça, non. Donc, même si vous avez de la chance d'être propulsé tout de suite de 0 à 100, entourez-vous, apprenez, ne croyez pas que tout est acquis parce que c'est pas le cas. Vraiment, tout est à faire et voilà. Mais bienvenue dans l'entrepreneuriat. Merci Taylor. Alors, on a la chance que Taylor soit là encore pendant une vingtaine, trentaine de minutes pour répondre aux questions. Je vous laisse lever la main et puis on va faire passer des micros directement dans les rangs. Yes, Sébastien, et puis on va faire passer... Alors, déjà, merci infiniment d'être là aujourd'hui, pour moi particulièrement, parce que j'ai l'impression que vous êtes venu pour me délivrer un message. Je m'appelle Sébastien Benjeloun, j'ai 52 ans. Avant qu'Alec n'arrive, j'ai fait le clown sur la scène et j'ai demandé à tout le monde de faire la tête en essayant de te challenger. Et tout à l'heure, je discutais avec certaines de mes camarades et elles ont découvert que cette clownerie masquait quelque chose. Et effectivement, je le dis pas, j'en parle pas, mais je suis également un timide, refoulé, mais je travaille depuis de nombreuses années là-dessus. Et ce que vous venez de témoigner comme si ça avait été pour moi, ça me touche effectivement au plus profond de mon cœur. En ce qui concerne l'entrepreneuriat, j'ai l'impression d'être une espèce de samouraï, un guerrier qui cherche toujours à défendre les opprimés, à se surpasser. Et ça me fait bizarre de m'entendre parler. Comment est-ce que vous faites aujourd'hui pour dire non quand on vient vous solliciter? C'est une excellente question. Merci. Et je suis sincère. C'est la meilleure question qu'on puisse poser à quelqu'un. Je suis très sincère. Vous savez, ce que je dis à tout le monde, la plus grande richesse de quelqu'un, c'est de savoir dire non. C'est de savoir dire non. La plupart des gens, c'est oui, c'est peut-être, c'est on verra. Moi, le premier, hein, je l'ai fait. Hein. Ouais, c'est bon, je suis in. Genre, aujourd'hui, quand on me propose quelque chose, j'ai plus de problème à dire non. Et les gens vous respectent pour ça. Faut pas avoir peur de dire non. Et je vous assure, c'est la plus grande des richesses. Et vous savez, quand vous avez la capacité de dire non, c'est quand vous avez de l'argent. Et avant, quand vous êtes vraiment en croissance dans votre vie, bah, vous osez pas dire non. Non, comment il va le prendre? Quand vous dites non, c'est stop. Il y a pas de, le pire, c'est de dire oui, puis peut-être, puis on verra, puis je ne sais pas, puis non. En fait, vous avez perdu c'est fini. Si quelqu'un vous dit non, tu dis, ok, au moins le mec, ok, c'est clair, je peux passer à autre chose. Et je vous assure, hein, j'ai vu des tonnes dans mes activités de gens, sans les citer, hein, que je connais, moins riches, plus riches, etc. En fait, ce que j'appelle faire l'autruche. C'est-à-dire vraiment que la personne, elle n'ose pas vous dire non. Genre, mais il y a un moment, dis-moi non, tu veux pas, il n'y a pas de problème. C'est comme que vous avez une relation avec un homme ou une femme, il veut ou elle veut pas. Enfin, vraiment, même moi, des fois, j'ai des amis à moi, des copines, hein, dans le milieu personnel. Genre, elles me disent, ouais, ce mec-là, il me court après, truc, machin, il m'écrit tous les jours. Je dis, mais attends. Assis-toi. C'est de ta faute ou c'est de la sienne? Bah non, il m'écrit tous les jours. Je dis, mais meuf, tu prends ton téléphone, tu lui dis non. Là, tu es là à mettre des vues, à pas répondre, à répondre une fois tous les 20 messages. Dis-lui non. Et crois-moi, le mec, il va plus te répondre. Ou s'il te répond, s'il te relance, c'est que c'est un fou. Mais là, tu peux pas dire que le mec est fou, c'est juste dis-lui non. Et c'est pareil vraiment, pour moi, personnel, c'est la même chose. Savoir dire non, c'est la plus grande des richesses. Vous voulez pas quelque chose? Non.
Fin. Et même, je vous assure que plus vous allez évoluer, plus ça va vous libérer. En fait, procrastiner, c'est ce qu'il y a de pire, ce qui vous donne de l'anxiété. Si à chaque fois vous avez 50 sujets et qu'à chaque fois vous dites ouais, non, je sais pas, oui, peut-être. Non, oui, non. Vraiment, il n'y a pas de. Parfois, vous pouvez réfléchir, mais c'est oui ou c'est non. Et il faut se donner un laps de temps. Et pour finir sur cette question-là, quand j'avais 18 ans, donc après 20 ans, je travaillais pour une boîte de nuit, et j'avais une super offre. Et ça m'a toujours, maintenant, ça m'est toujours resté. Et la personne me fait une proposition d'emploi. Je viens de la rue, je viens de rien. Je vendais des sous-vêtements sur les marchés. Le mec me fait une proposition. Et là, je commence à lui dire, écoute, je vais réfléchir, je reviens vers toi, etc. Et le mec me dit, t'as besoin de combien de temps pour réfléchir? Là, un blanc. Bah, je sais pas, une semaine, 2 semaines, je sais pas, 2 semaines. Il me dit, ok. Est-ce que pendant 2 semaines, tu vas penser à ça jour et nuit, 24 heures sur 24? Je dis, bah non. Il me dit combien de temps? Je dis, bah, je sais pas, elle est bizarre ta question. Il me dit, allez quoi, 10 minutes, 15 minutes par jour, 20 minutes par jour? Ouais, peut-être. Je pense à la calculette, c'était à 20 ans. 20 minutes fois 7 fois 2. Je vous dis une connerie, 2 heures. Il me dit, tu vas penser à ça pendant 2 heures, pendant 2 semaines. Je le vois sortir de son bureau. Il me dit, bah voilà, je te donne 2 heures. Il ferme la porte. Et en fait, ça m'est resté parce que je me dis, il a raison. Est-ce que pendant 2 semaines, je vais penser à ça? Non. Et ben pendant 2 heures, c'est pas grave, je me pose, je réfléchis, je sais pas, je vais prendre sur mon téléphone, je vais penser à autre chose. Et en fait, au bout de 2 heures, je sais en fait je le sais déjà ma décision. Et à la fin, ça a été oui. Mais en fait, c'est juste que j'avais peur de passer à l'action. Parce que pour moi, c'est un trop gros gap. Donc voilà, donc maintenant, je pense qu'il faut. La vie, elle est courte. Aujourd'hui, on est là, demain, on n'est peut-être plus là. C'est oui, c'est non. Après, effectivement, il y a des choses qui demandent du temps, mais prenez des décisions, quoi. C'est important. Merci. Autre question? Oui, juste ici. Bonjour, merci beaucoup pour cette masterclass, cette power class même. Je m'appelle Ida Christelle Makanda, je suis juriste indépendante et j'ai intégré entrepreneurs.com après le challenge gratuit de 5 jours du mois de mai, donc j'en suis vraiment très très ravie. Je vous écoutais avec attention sur votre parcours, vous êtes livré et merci pour ça. Et quand moi je regarde, quand je lis des parcours d'entrepreneurs, je m'intéresse énormément aux échecs. Parce que les réussites, effectivement, c'est la partie émergée de l'iceberg. Mais moi, je me concentre aussi sur les échecs qui permettent aussi de pouvoir se relever, de rebondir. Et je voulais vous poser cette question. Quel est le pire échec entrepreneurial que vous avez vécu? Et comment vous avez eu la résilience, comment vous vous êtes relevé de cet échec ou de ces échecs? Alors c'est pour ça que je dis que être entrepreneur, c'est pas donné à tout le monde, parce que effectivement il y a des gens qui vont ressasser, etc. Moi, je suis quelqu'un qui essaie de très vite passer à autre chose. J'essaie de tout de suite rebondir et de pas. Enfin, j'essaie de comprendre pendant quelques instants. Mais après, il faut vite que je passe à autre chose, parce que vivre au passé, ça n'apporte rien de bien, ça n'apporte rien de bon dans toute relation possible et imaginable. Donc, vraiment, déjà, moi, j'ai cette capacité à cutter, genre me dire, ok, c'est comme ça, c'est la vie, avec des si, on referait le monde. Et mon plus gros échec, j'ai pas un plus gros échec, c'est une succession. J'ai des affaires où on m'a volé de l'argent, énormément d'argent, parce que j'ai accordé ma confiance. Enfin voilà, c'est surtout en fait ce genre de truc. Argent, parce que dès qu'il y a de l'argent, c'est comme ça. Confiance, introduction, essayer de squeezer la personne. Voilà, je pense que on s'en fiche du plus gros ou du moins gros échec, c'est juste que c'est une succession d'échecs. Et je pense qu'il faut pas avoir de rancœur, faut pas oublier, faut pas avoir de rancœur ou de rengaine.
Faut juste se rappeler de ce qu'une personne, ou peu importe, a fait. Et après, vite passer à autre chose, ça fait partie de votre parcours. Et aujourd'hui, ça peut nous paraître le plus gros problème au monde, mais dans 10 ans, on en rigole. Donc, je pense on reparle du temps. Je pense que le temps fait très bien les choses. Voilà. Merci. Merci. Merci Alec, merci Monsieur Tiche. J'avais une question. Je vais sortir un petit peu de l'entrepreneuriat, mais pour poser ma question sur un autre de vos domaines. Vous avez dit que vous êtes investisseur. Quand on est investisseur en 2024, dans un monde où on est à 3-4 jours des élections américaines, où on a la montée des BRICS, où on parle de plus en plus d'impact de la Russie, quelle est un peu votre vision, votre ressenti par rapport à des choix stratégiques qu'il faudrait faire tant au côté investisseur qu'au côté dirigeant d'entreprise, de manière à essayer, on ne pourra jamais maîtriser tous les risques, mais d'anticiper le maximum de risques et de s'y préparer. Merci pour votre réponse. Alors, c'est une bonne question, mais elle va être très rapide. Parce qu'en fait, je fais abstraction de tout ça. Moi, je suis pas un politicien. J'ai mon avis. Je suis pas un chef de guerre. Je suis pas moi, mon métier, c'est de monter des boîtes, de profiter de ma vie, de faire profiter mes proches. Donc, je fais abstraction de tout ça parce qu'en fait, il y aura toujours des événements dans la vie. Et quand je parle d'entrepreneuriat avec des amis à moi, par exemple, potentiellement pendant le Covid, après le Covid, à chaque fois qu'ils voulaient lancer quelque chose, ouais, mais attends, là, il y a le Covid. En fait, si vous prenez, ne serait-ce que les 10 dernières années, on a eu les attentats du Bataclan, on a eu le Covid, on a eu la guerre en Russie, on a eu la guerre en Israël, on a eu Charlie Hebdo. En fait, on a eu tous ces trucs-là, en fait, pendant 10 ans, 15 ans, et à chaque fois, les élections. On a tout eu. Il y a tous les mois, il y a un nouveau truc. Donc, si vous deviez attendre de prendre une décision par rapport à des faits qui viennent de se passer, en fait, il faudrait anticiper les prochains faits qui vont se passer. Et on ne peut pas savoir. Donc, moi, je fais abstraction. En fait, c'est ce que je dis à chaque fois. Vous savez comment on résout tous vos problèmes ? Il y a une seule solution pour résoudre tous vos problèmes. Prenez votre téléphone, vous le coupez, et là, le monde, il est rose. Et là, vous pouvez respirer, vous pouvez aller de l'avant. Donc, moi, c'est vraiment ma façon de faire. Je vais être très brut, mais je m'en fiche des élections. Ça va rien changer à ma vie. Il peut y avoir Obama ou ça. Qu'est-ce que ça va changer ? Honnêtement, qu'est-ce que ça va changer il peut y avoir même en France, on parle de taxer un peu plus. Eh ben, on s'adaptera. Mais en fait, j'ai un ami à moi qui me dit oui, je vais attendre parce que ils vont taxer les ultra riches. Mais écoute, soit tu m'as caché un truc, soit en fait, je comprends pas. Ou des gens qui me disent oui, ça c'est la grande mode, Dubaï. C'est... Ah ouais. Après les entrepreneurs, Dubaï. Non mais attention, je fais une généralité. Alors là, vous n'êtes pas à Dubaï. Je vous rassure, on est vraiment potes. Hein. Non, attention, je parle pas de mes amis. Hein. Je parle d'un point de vue général. Mais alors là, Dubaï, t'es pas à Dubaï, t'as raté ta vie. Alors là, et moi, plus on me dit ça, et moi, je vais y aller. Et alors là, ça, c'est le truc du moment. On entend ça partout, depuis 2 ans. Et Dubaï. Ok, je comprends. Attention, il y a un process qui est exceptionnel à Dubaï, qui maximise le travail. Ça, c'est indéniable. Vous êtes enfermé dans une bulle, vous êtes hyper safe, pas de problème, je comprends le process, vous êtes focus. Ça, c'est exceptionnel, et ça, je pense qu'il n'y a aucune ville dans le monde qui peut vous donner ça, quasiment. Parce que franchement, quand vous êtes des villes comme Paris, moi je vis entre Paris, Londres et Los Angeles, je peux vous dire, il y a des tentations. Le soir, le truc, le machin... moi, il y a un moment, faut sortir un peu. Hein, faut arrêter là. Oui, je me couche à 20h. Je lis 4 bouquins avant de dormir. Non. Moi, je suis pas. Ça, c'est faux. Non, mais c'est vrai, et je respecte les gens qui disent ça. Mais c'est vraiment là, c'est trop la mode là. Moi, j'appelle ça le 5 AM Club. Vous savez ce que c'est le 5 AM Club ? On se lève à 5h.
Je fais 40 exercices de respiration. J'ai lu 4 bouquins le matin. Ensuite, je consulte mes 400 mails. Ensuite, je retourne au sport. Et puis après, je vais faire un bain froid. Et j'enchaîne mes... Waouh, c'est... Ok, bah écoute... Ok, ouais, pourquoi pas. Bon, moi, c'est pas mon cas. C'est pas mon cas, mais ça marche pour toi, why not? Alors, pourquoi je parlais de ça? Non, attends, là, je parlais de Dubaï. Attendez, pourquoi je parlais de Dubaï? Oui, non, par rapport au... Voilà, on parle de Dubaï. Et par rapport aux taxations, etc., etc. C'est vrai que c'est la grande mode. Moi, je pense que aujourd'hui, on s'en fiche des événements qu'il y a. Il y a toujours quelque chose. Il y aura toujours un truc. Il y aura tout le temps non-stop, tout le temps quelque chose. Donc moi, je fais vraiment abstraction de ça. Je fais vraiment abstraction des élections. Je fais abstraction des guerres. Parce que quand il y a une guerre qui va finir, il y a une guerre qui va commencer. Là maintenant, ça y est, on parle de la Corée. Enfin voilà, c'est quoi le prochain truc? Donc en fait, on va toujours dire ok, bah je vais attendre ça, et en fait, vous avez le temps de mourir si vous attendez. Donc moi, je fais abstraction. Je peux adapter. Une fois qu'une loi est passée, une fois qu'un truc, ok, pourquoi pas, mais je vais jamais faire quelque chose en fonction d'eux. Voilà, je vais toujours, je vais pas attendre. En fait, pour moi, c'est un train de retard. Et pourquoi je parlais de Dubaï? J'ai un ami à moi qui me dit oui, bon, les élections, les trucs, les machins, les super riches, etc. Et Dubaï, en fait, c'est un peu ça aussi. Je vois de plus en plus de gens qui me disent ouais, je pars à Dubaï parce que il n'y a pas d'impôt. En fait, j'ai l'impression qu'ils gagnent vraiment 10 millions par jour. Pour moi, si je pars, c'est que vraiment, genre, soit j'ai un process de travail, je vais être dans ma bulle, soit je gagne beaucoup d'argent, effectivement, je maximise mes impôts. Mais non, en fait, il faut juste s'adapter à tous les pays dans lesquels vous êtes, ou à des situations politiques, économiques. C'est comme ça, c'est partie de la vie. Et c'était comme ça les 100 dernières années, et ce sera comme ça les 100 prochaines. Et dans 500 ans, et dans 1000 ans, ce sera tout le temps, il y aura toujours quelque chose. Donc si vous avez un truc en tête, faites abstraction, prenez votre téléphone, retournez-le, mettez-le en mode silence, et faites ce que vous avez à faire. Voilà. Est-ce que le terme résilience serait celui qui vous incarne le plus? Voilà. Bah écoutez, je le prends. Merci beaucoup. Merci. Merci. Question suivante. On va prendre encore 2-3 questions. Bonjour, je suis Charlène. Alors moi, je vais poser une question qui reprend un peu celle qu'Alec avait posée, parce que j'ai pas obtenu la réponse. J'entends complètement votre humilité, le respect que vous avez par rapport aux gens envers qui vous n'allez pas voir, et puis vous avez vraiment cette humilité par rapport à votre parcours. Mais moi, ma question, ce serait quelle différence vous faites entre cette impulsivité d'aller voir quelqu'un et l'audace de saisir une opportunité qui pourrait changer votre vie? C'est quoi la question exacte? La différence que vous faites entre le fait de ne pas laisser place à l'impulsivité d'aller voir quelqu'un, Oui. mais de l'autre côté, avoir l'audace d'aller saisir une opportunité, même si effectivement vous ne connaissez pas la personne, mais là, moi, je viens vous voir et je me dis, il y a peut-être quelque chose, et je vais avoir l'audace de venir vous voir ou de venir voir Alec. Alors, je pense qu'il y a un... faire au 5D Challenge. Alors en fait, oui, je pense qu'il y a des contextes. Par exemple, je sais pas, cet été, j'étais à Saint-Tropez. J'étais avec mes amis, c'est un moment off pour moi. Et on est dans une plage, il y a la musique à fond. Et là, j'ai un mec qui vient me voir et qui est vraiment genre... au début, c'est cool, ouais, j'adore ce que tu fais, truc machin, t'as un mail, bon... Et puis quand je suis en vacances, je suis souvent un gars de sécurité avec moi pour éviter justement tout ce genre de trucs. Pas de problème, je parle avec tout le monde, donc je lui donne mon mail. Après, le mec revient et il me parle, après il repart, j'essaie de lui faire comprendre gentiment. Je vais lui dire, bon, écoute, c'est une question de timing. Et au bout d'un moment, genre, vraiment, puis il y a du monde, il y a des caméras, il y a des photos, donc je vais quand même faire attention. Je le prends à part, je lui dis, écoute, je te mets mon mail, tu peux pas être... C'est pas le moment pour. Et tu vois bien, il y a de la musique. Qu'est-ce que tu veux qui sorte de bon? Tu crois quoi? Je vais parler comme ça avec toi de finance, là, comme ça, au milieu d'une plage avec, je suis en maillot de bain, et il y a la musique à fond. Non. En fait, c'est une question de timing. Donc, en fait, parfois, même moi, je rencontre des gens. Je vais la faire très courte. Je rencontre, il y a pas très longtemps, Antoine Arnaud. Antoine Arnaud. Quand même. Genre, on est quand même à un autre step. Il faut que je lui parle. On est vraiment à la même table. C'était au gala du Paris Saint-Germain. On est à la même table. Mais je peux pas. On se dit bonjour de loin, mais j'attends qu'on me l'introduise. En fait, j'ai une amie à moi qui la connaissait, et là, je lui demande. Je fais introduis-le-moi en 20 secondes.
littéralement 20 secondes. Et je choisis mes mots. Vraiment, dans ma tête, je les choisis. Et bon, parfois, vous savez, quand on réfléchit trop à ce qu'on va dire, vous arrivez devant la personne, tu peux dire, je m'appelle Taylor Chiche, et vous allez dire, je sais pas, vous allez dire une connerie, genre, j'ai 25 ans, enfin, une connerie. Et vous allez dire vraiment quelque chose qui n'a rien à voir. Donc, mais j'essaie quand même de respirer, de dire, ok, je sais ce que je veux dire. Mon ami me l'a introduit. 4 secondes. Vraiment, littéralement. Comme je faisais un événement au Vivatech, et je savais que son père était associé dedans, je lui dis, bah écoutez, demain ou après-demain, je passe avec Serena et Venus Williams. Donc déjà, tout de suite, je lui envoie des bangers, vraiment des trucs où ça lui résonne. Parce que si je commence à lui dire, ouais, vous savez, j'ai levé 90 millions, qu'est-ce qu'il en a à foutre. Donc je lui envoie des trucs qui, pour moi, je sais que ça va quelque chose qui va lui parler. Ça pourrait être un pianiste, je lui dirais, je fais du piano. Donc en fait, j'essaie de tout catcher son attention. Je sors les mots Serena, Vénus, le mec a investi chez moi, et là, tout de suite, j'attire son attention. Mais ça dure 20 secondes. Et je dis, bah écoutez, voilà, si vous voulez passer, et je dis, bah prenez mon numéro au cas où, voilà, on sera sur place, etc. Et c'est lui qui me donne son WhatsApp. Et j'en parle d'ailleurs dans une vidéo. Donc, il y a une façon d'aborder la personne, et il y a un timing. Si demain, il est avec, je sais pas, il est en train de dîner avec sa femme, jamais je peux aller, je vais pas aller. Mais c'est la plupart des gens, c'est l'erreur qu'ils font. Ils attendent pas, ils sont pressés. Moi, si je dois attendre, en tout cas avant, si je devais attendre une demi-heure derrière une porte que la personne elle sorte, je vais attendre, mais je vais pas aller. Vraiment, genre, je vais pas aller. Et des fois, je vois des gens qui me disent, même pas moi, le mec avec mon ami Jamie, ils viennent et disent non, mais je suis pressé. Ben, je t'ai rien demandé, genre, mais c'est ok, tu vois, genre, on peut prendre une photo, même pas moi, hein, je parle de mon ami, je suis pressé. Moi, je suis en train de manger, je t'ai rien demandé, tu vois ce que je veux dire. Donc, je pense qu'il y a un timing, on peut pas aborder les gens n'importe comment, mais si on a l'opportunité de le faire, faut aller droit au but. Et vraiment, pour clôturer sur cette question-là, comprenez bien que vous captez l'attention de quelqu'un 30 secondes. Vraiment, c'est 30 secondes l'attention de quelqu'un. Passer 30 secondes, hein, je vous assure, ça, c'est des études qui ont été faites, bah, vous commencez à penser à autre chose. Vraiment, la personne a beau vous parler, et là, vous pensez à n'importe quoi. Tiens, qu'est-ce que je vais manger ce soir Et là, vous dites, oui, je comprends. Et là, vous pensez à d'autres choses. Ok, alors attends, demain matin. Et en fait, vous avez perdu l'attention. Tandis que si j'ai quelqu'un qui vient, parce que moi, ça m'est arrivé, ou je l'ai fait, 30 secondes, 45 secondes, droit au but. Et vous prenez un contact. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà comment on passe à l'action. Timing, droit au but, 45 secondes. Et croyez-moi que quand vous partez, la personne va avoir beaucoup plus de respect. Ok, le mec, genre, ok, il m'a pas pris mon temps, il a été clair, droit au but. Mais là, si pendant 5 minutes, il commence à vous dire oui, alors vous savez, j'ai 4 enfants, non, ça marche pas. Droit au but et prenez un contact parce que vous avez 45 secondes pour catcher l'attention. Si je peux résumer, la salade, là, c'est un savant mélange entre l'audace, l'intelligence et l'intuition, finalement. Aussi. Bien sûr, il faut avoir de l'audace. Il faut avoir de l'audace, mais il ne faut pas être trop pushy. Tout à fait. C'est vraiment, c'est comme une recette, il faut doser. Savoir doser. Ouais. Merci beaucoup. Merci. On va prendre une dernière question. Allez, au fond. Bonjour Taylor. Alors déjà merci parce que l'intervention est de qualité. Je t'avais déjà vu devant avec Chris Dianda oui. À l'époque. Et l'histoire que tu avais racontée était vraiment inspirante par rapport à comment tu as commencé. Alors moi je m'appelle Aurélien Godivo, je suis coach de tennis. Ok. Donc tu parles de Serena Williams et Vénus, ça me parle clairement. Surtout que leur histoire est inspirante. Ouais. Et je voudrais justement aider moi les parents de joueurs et joueuses de tennis pour les aider à optimiser le projet de leurs enfants et à pouvoir tout simplement aussi comprendre leur rôle. Et du coup, je me permets de se poser cette question, de savoir, tu parlais tout à l'heure de tes parents, du contexte dans lequel tu étais, que les gens qui nous aiment, ils veulent beaucoup souvent, pas pour nous limiter ou nous empêcher de faire les choses, mais ils nous projettent leur peur. Donc c'est souvent le cas. Comment toi, tu as fait pour passer au-dessus des peurs que tes parents ont pu te mettre? Et du coup, tu vois, vu que tu as commencé jeune l'entrepreneuriat, ils ont voulu te mettre des peurs, mais tu as quand même fait.
Donc, comment tu as fait au fur et à mesure pour passer les différentes steps? C'est pour ça que ce que je dis, entrepreneur, c'est pas pour tout le monde. Parce que moi, je suis quelqu'un d'assez entêté. Si tu me dis non, ou si tu me dis que c'est pas bien, faut que tu m'expliques pourquoi. C'est pas plus compliqué que ça. Je t'écoute, pas de problème. T'es plus âgé que moi, t'as plus d'expérience que moi. Tu me dis que ça, c'est pas bon, explique-moi pourquoi. Et après, en fonction de ce que tu vas m'expliquer, je vais juger et jauger si c'est suffisant. Si tu me dis que tu vas pas y arriver, c'est pas suffisant. Si tu me dis que j'ai pas assez de talent, c'est pas suffisant. Si tu me dis que c'est mieux les cours, c'est pas suffisant. Donne-moi la bonne raison. Si tu me dis, écoute, je conduis en moto, tu mets pas de casque, tu vas mourir. Ouais, là je comprends. Je vais mourir si je mets pas de casque, donne-moi un casque. Là je comprends, je t'écoute. Mais si tu me dis non, fais pas de moto parce que le périph il est limité à 50. Ah, ça c'est la mode du moment aussi. Hein. Là, dès que moi je suis un fan de voiture, hein, c'est pas un secret. Alors là, tout le monde, mais qu'est-ce que tu fais avec tes voitures? Le périph limite à 50. Et même s'il est limité à 400, je sais pas, Charles Leclerc. Tu vois, moi j'ai envie de cruiser, j'ai envie de rider, j'ai envie qu'on me voit. J'ai pas envie de faire le tour du périph en 10 minutes. Tu vois ce que je veux dire? Je veux qu'on me voit. Ça, c'est pas une raison. Tu vois, c'est pas une raison pour moi. C'est pas une raison qui est valable. Donc si tu me dis que je vais mourir parce que je mets pas de casque, dis-moi en plus. Là, je vais t'écouter. Mais si tu me dis, ouais, mais attends, ça sert à quoi une moto? Ouais, c'est limité à 50. Donc voilà, tu m'as perdu, tu vois. Donc en fait, c'est juste ça. J'écoute les gens, mais donne-moi une bonne raison. Parce qu'il faut écouter les gens quand même. C'est important d'avoir un avis. Tu vois, même là, je suis sur une nouvelle offre. Je fais pas de pub pour mon truc. Un truc qui s'appelle Important House, où justement, j'ai réuni des entrepreneurs en version networking. Et tu vois, tout à l'heure, j'en ai parlé à Alec. Et c'est moi qui lui pose la question. Je dis, écoute, je suis en train parce que moi, j'ai rien à vendre. Je suis pas formateur, j'ai rien à vendre. Donc, je dis, OK, j'ai envie de créer un truc où justement, je vais réunir des entrepreneurs. Ils peuvent connecter entre eux, une espèce de membership. Et c'est la première chose que je lui ai dit. Je dis, putain, je travaille sur Stop depuis 3-4 mois. Donne-moi ton avis. Je veux qu'il me donne, je veux qu'il me dise ce qui va pas dans mon offre. Là, je vais l'écouter parce que il réunit des gens, il sait comment faire. Donc, je lui pose une question parce que je sais qu'il a plus l'habitude de moi de réunir des gens. Donc là, je lui demande. Mais, et ce qu'il va me dire, je vais pas lui dire, ouais, je suis le meilleur, je suis Taylor Chiche. Non, au contraire. Genre là, je vais boire des paroles. Donc voilà, j'écoute les gens, mais il faut que tu me donnes une bonne raison de t'écouter. Ok, je comprends, mais quand c'est tes parents et que tu étais jeune au final, parce que là, c'est au départ, tu vois. Donc, ça veut dire que tu avais déjà cet état d'esprit devant tes parents où tu te disais, je suis entêté et ce qu'ils me disent. Ben, en fait, oui, bien sûr. C'est juste que ça a beau être tes parents, le monde, il est grand. Tu vois, genre, mes parents, ils n'ont pas créé le monde. Ils ont peut-être créé notre nid, mais moi, je suis pas dans une prison. Et j'ai toujours essayé de comprendre. Si tu vas me dire quelque chose, je vais prendre mon téléphone, je vais aller googler. J'essaie de tout savoir. Moi, mon meilleur ami, c'est ChatGPT maintenant. Tu vois, genre, si tu me dis un truc, je vais tout de suite vérifier. Tout de suite, je vais vérifier, tu vois. Donc, oui, j'avais cette capacité à... C'est pour ça que je te dis, entrepreneur, c'est pas pour tout le monde. Et entrepreneur, c'est prendre des décisions. Et prendre des décisions, c'est dès son plus jeune âge. Vraiment. Donc, je pense qu'il faut... c'est pas pour autant que tu respectes pas tes parents. C'est juste que ça fait partie de l'entrepreneuriat, c'est prendre des décisions, prendre du recul. Et même si c'est ton meilleur ami, ta sœur, ton frère, il te veut du bien, mais le bien qu'ils te veulent, c'est pas forcément ce que toi tu veux pour toi. Donc, franchement, c'est ce qu'on appelle, tu vois, voler ses propres ailes. Ok, parfait, merci beaucoup. Merci. La question dans le fond. Allez, une petite question dans le fond, une dernière. Salut Taylor. Donc tu disais qu'on avait vraiment 30 secondes pour avoir l'attention de quelqu'un. Donc imaginons, si moi je te croise dans un café, comment je fais pour avoir ton attention? Écoute, c'est une bonne question. J'ai un élément de réponse. C'est quoi? Tu viens déjà avec un paquet d'Haribo. Ah oui. Tout de suite, t'as là la première seconde d'attention. Non, mais en fait, et Alec a raison. Tu sais, je dis pas un cadeau, hein, bien sûr. Je dis juste que quand tu croises quelqu'un et que tu as vraiment envie d'attirer son attention, essaie de connaître la personne. Essaie de savoir ce qu'elle aime ou ce qu'elle aime pas. Par exemple, tu vois, si tu vas voir un Jeff Bezos, une connerie, ou Pierre-Paul Jacques, et que tu lui dis, ouais, j'adore Amazon, il en a rien à foutre, le mec.
C'est bon, on sait qu'on utilise sous Amazon. Il va dire, ok, super, merci, il est passé à autre chose. Par contre, si tu connais vraiment la personne, moi, j'étudie beaucoup les gens. Surtout les entrepreneurs, les gens que j'ai envie de côtoyer, j'étudie exactement ce qu'ils aiment. Donc, je vais aller sur un truc qui n'a rien à voir. Je vais pas aller voir pour lui dire, ouais, super, Amazon. Non. Par exemple, je te dis une connerie, si c'est un pro de golf, c'est totalement au hasard. En fait, je vais aller sur ce truc-là. Je vais dire, ah, j'ai vu que vous jouez au golf. Le mec, déjà, te dit, mais genre, tu vois. Et moi, par exemple, tu vois, j'aime bien, en ce moment, j'ai une lubie pour les échecs. Alors, je dis pas que c'est le hack pour venir me parler, mais tu vois, j'ai une lubie pour les échecs. Et bizarrement, t'as beau m'écrire tous les jours et me voir tous les jours de ta vie, bah, parfois, je vais pas. Et vraiment, des fois, je rencontre des gens que j'ai jamais vu dans ma vie. Il va me parler d'échecs. Je dis, ok, viens, on joue ce soir. Tu vois, parce qu'en fait, j'ai besoin de m'entraîner non-stop. Donc, et après, bah, ça rentre dans mon intimité, tu vois. Et j'avais fait une petite vidéo sur ça. J'avais expliqué. En fait, j'ai un petit jeune qui s'appelle Thomas. En fait, j'avais repris le tennis à fond, parce que j'ai fait le tennis quand même pas mal de temps à haut niveau. Et je cherchais j'avais pas mis sur les réseaux, tu vois. Mais le mec, au lieu de me dire, ouais, il a été directement dans ça. Et il m'a envoyé un message sur Insta. Bon, je sais pas comment il est arrivé dans mes DM direct. Et parce que j'ai du monde comme sur les réseaux. Et il me met, ça te dit un tennis, je suis classé. Je lui ai pas dit bonjour. Je lui ai pris mon téléphone, j'ai dit où et à quelle heure. C'était il y a 1 an et demi. 1 an et demi plus tard, je l'appelle ce petit parce qu'il est beaucoup plus jeune que moi, il doit avoir 20 ans. Et ben, ce mec-là, maintenant, il est dans mon intimité. C'est-à-dire que c'est un mec qui vient à mes dîners, c'est un mec que je côtoie, c'est un mec qui m'a demandé un service pour sa sœur, pour lui faire une intro parce qu'elle était en stage, je lui ai fait. En fait, il a été dans un truc qui me touche, tu vois. Et c'est comme ça que moi-même, j'ai accroché des gens. Et j'ai pas été les voir en disant, ouais, comment, tu vois, comment je peux faire 1 million, quoi, tu vois. Genre, ça, c'est des phrases, c'est impossible de répondre à ça. Mais en fait, pour hacker quelqu'un, pour toucher quelqu'un, essayer d'aller sur des sujets qui n'ont rien à voir avec le truc, ils disent, ah ouais, putain, genre le mec, il me connaît, quoi. Genre, il sait ce que j'aime. Genre, et ça change, en fait, de ce qu'on a l'habitude. Donc, je dis pas qu'il faut le faire à tout le monde. Parce que même moi, des fois, je vois des entrepreneurs, on se connaît, et je leur dis, je respecte ce que vous faites, et on se respecte, et voilà, j'adore, et bravo pour votre entreprise. Mais c'est différent, c'est une autre approche. En revanche, quand je veux vraiment connecter avec quelqu'un, j'essaie d'aller, genre, dans des trucs genre un peu loufoques qui n'ont rien à voir avec potentiellement pourquoi je suis venu lui parler. Mais au moins j'ai hacké son intention et après, encore une fois on parle de temps, bah c'est pas le lendemain je veux lui dire, je vais commencer au fur et à mesure à créer une amitié et après lui proposer quelque chose. Donc c'est un peu chaque cas est différent, chaque expérience est différente. Mais voilà, je pense que pour clôturer sur ça, ayez du tact quand vous abordez quelqu'un. Ne venez pas sur vos grands sabots à dire je suis le plus beau, je suis le meilleur. Mais si c'est le cas, genre vraiment, il faut prendre du recul et c'est une question de timing. Faut pas déranger les gens. Ça, c'est d'une manière générale, que vous soyez connu ou pas connu, on s'en fiche. Il faut pas déranger les gens si vous voyez que le personne est au téléphone. Et vous essayez de l'aborder, bah attendez qu'il raccroche. Et même si vous avez votre taxi qui vous attend, bah le taxi il attendra. Il y avait Gad Elmaleh qui avait fait un sketch comme ça, qui est un très bon ami à moi, et il avait raconté ça et ça me parle. Où en fait le Gad était au téléphone et t'avais un mec qui voulait une photo et le mec il lui fait il lui dit, donc il lui pose le téléphone, il dit oui, il dit vous prenez une photo, bah il dit oui mais attends, je suis au téléphone. Il dit non mais attends vite parce que je suis pressé, j'ai mon taxi qui m'attend. Et du coup, bah, Gad a fait un sketch sur ça. Il a dit, bon, bah, alors, ok. Donc, du coup, il a posé le téléphone, il a fait la photo. Et mais après, en fait, il se dit, mais attends, mais c'est aberrant le truc. Genre, donc, du coup, il a dit au téléphone, bon, bah, attends, je te rappelle, je dois prendre une photo. En fait, comme si c'était lui qui avait demandé un service. Alors, c'est marrant pour une anecdote. Là, c'est marrant, mais moi, j'étais mort de rire quand il m'a raconté ça. Mais au final, c'est marrant. Sur un profil comme Gad, mais sur un entrepreneur, vous pouvez pas. Ça passe pas. Ça passe pas. Donc, ayez du tact, prenez le temps, et je comprends que des fois on veuille absolument rencontrer quelqu'un, mais je pense que les choses, le temps fait bien les choses, et parfois même si vous n'avez pas eu l'opportunité de voir la personne
au moment donné, vous allez forcément la recroiser. Et aller dehors, rencontrer des gens, aller dans des événements comme ça où potentiellement vous rencontrez des gens qui font ce que vous avez envie de faire. Mais faut vraiment sortir et être open mind et pas penser qu'on a la science infuse, qu'on connaît tout. Moi, je connais rien. Je suis bon dans mes secteurs, mais j'en apprends tous les jours. Et même s'il faut repartir de zéro, je veux toujours apprendre. Donc, voilà, même si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain, ce sera après-demain. Donc, ne soyez pas dans le rush. C'est pas une question d'âge. Donc, voilà. Merci Taylor. Merci.